Et ben maintenant, on va changer de type d'espèce. On va passer plutôt sur les céréales, comme on a un petit peu l'habitude dans ces soirées de webinaire de voir l'aspect plutôt potagère et puis plutôt grande culture. Donc c'est Philippe Balfourier qui va nous parler de ça, de comment on trie des semences, comment on les nettoie, quels outils nécessaires, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Et Philippe, vous avez été directeur d'une station semences, bio aussi, dans le sud de Paris, et maintenant vous êtes formateur spécifiquement dans le tri des semences. Voilà, donc vous pouvez vous raconter un petit peu plus précisément ce que je viens de faire, qui vous êtes, et puis voilà, nous parler de comment on fait pour bien trier des semences et avoir des cultures de qualité. Alors bonsoir à tous. Alors pour une petite rectification, je n'ai pas été directeur de station de semences, j'ai été simplement responsable de production et donc en charge de l'encadrement des personnels et de l'avancée technique de la station. Moi, je suis spécialisé en agriculture biologique depuis un certain nombre d'années. J'ai été aussi responsable de production à la Corab, une coopérative agricole biologique sur la Nouvelle-Aquitaine, sur les environs de Saint-Jean-d'Angély et Poitiers. Et voilà, donc ensuite je me suis tourné vers la semence parce que par goût et par besoin d'apporter quelque chose à la station. Et donc je vais vous parler spécialement de, comme le disait Estelle, des céréales. Et je vais apporter une certaine, comment dire, des précisions par rapport à ce qui a été dit. Pour moi, il est essentiel, quand on parle de semences de qualité, de prendre en compte plusieurs facteurs. Les premiers, donc, c'est évoqué par Stéphanie et François, donc la façon culturelle, c'est-à-dire que plus vous allez avoir une culture qui va être propre et facile à récolter, plus les conditions de récolte seront aisées. Ne pas oublier dans les conditions de récolte les réglages de la batteuse, qui sont essentiels de manière à pouvoir préparer vos étapes futures. Bien sûr, l'humidité. Alors, Stéphanie parlait d'humidité relative. En céréales et en général, on parle d'humidité réelle qui sont données par des humidimètres. Alors, je ne connais pas le rapport entre les humidités relatives et les humidités réelles, mais voilà, c'est pas du tout on va dire, on n'a pas le même étalonnage. On parle de la même chose. Il faut simplement se mettre d'accord sur les valeurs, de manière à ce que ça soit interprétable par tout le monde en fonction des outils de mesure qu'il a à disposition. Au niveau conservation, il a été évoqué pas mal de choses, mais moi je rajouterais la partie insectes qui est très très importante, de manière à ce que les graines se conservent dans de bonnes conditions. Donc si votre récolte a été faite en bonnes conditions d'humidité ou légèrement humide, bien sûr, il va falloir adopter un séchage adéquat. Un séchage adéquat, c'est un séchage qui est doux, de manière à préserver la FG. Ce que j'appelle la FG, c'est la faculté germinative. Plus la graine va être chauffée, plus cette FG va baisser. Donc il est absolument essentiel, quand vous voulez faire de la semence, de la sécher à la température la plus douce possible. J'ai vu passer une question sur le séchage à température ambiante. Bien sûr, c'est faisable. Pour les petites quantités, pour sécher un grain, il faut énormément d'air pour en fait pas tellement de grains. Plus vous allez avoir un load important, plus il va falloir apporter une quantité importante d'air, surtout si c'est à température ambiante. Si cet air est chauffé, il y aura peut-être moins besoin d'air. En fait, le séchage, il consiste à faire migrer de l'humidité du grain vers l'extérieur et bien sûr l'évacuer. D'une manière générale, sur une céréale à paille, on va dire, on peut parler aussi de légumes secs,
il faut maximum avoir une température de grain qui va monter 20, 25 ou 30 degrés maximum. Donc ça veut dire un air à maximum 35 degrés. Au-delà, le grain et la semence risquent d'être altérés. Au niveau conservation, il est important de refroidir les céréales de manière à rendre le milieu le plus inhospitalier possible aux insectes, donc ravageurs des céréales au stockage. On ne parle pas des insectes ravageurs des céréales au champ, ça c'est une autre affaire. Pour la partie ravageurs des céréales au stockage, il est visé une température inférieure à 11-12 degrés. En deçà de cette température, les insectes ne se développent pas. Je pense qu'il est raisonnable en agriculture biologique de partir du principe que les insectes sont présents, parce qu'il est très difficile de les éliminer. On peut en limiter la quantité, mais les gens qui disent « moi, j'ai pas d'insectes dans mon stockage », en général, ils baissent la garde et ils ont des mauvaises surprises. Donc moi, je parle du principe que les insectes sont présents et je rends le milieu le plus inhospitalier possible. Autrement dit, j'évite de leur apporter d'oxygène et je leur apporte des températures basses. Comme cela, les insectes ne s'y développent pas. S'ils sont présents, ils ne font pas beaucoup de dégâts dans le grain et donc les grains ne sont pas altérés. Voilà. La qualité aussi des contenants est importante. C'est un petit peu ce que disait Stéphanie. Effectivement, si vous mettez du papier dans des milieux humides, l'humidité va migrer et va revenir humidifier votre grain. Si vous avez des contenants plus importants, solides, comme des cellules ou des containers en acier, la terre de diatomée est une bonne technique pour essayer d'éliminer un maximum d'insectes ravageurs des céréales. Ou le feu, enfin ce que j'appelle le feu, c'est la chaleur, des désherbeurs thermiques pour désinfecter des surfaces béton, des surfaces tôle, si elles ne sont pas galvanisées parce que ça risque de les abîmer, ou des mollo, ou alors du bois, même du bois avec des décapeurs thermiques sur des gros bastins qui sont très épais. C'est tout à fait possible de nettoyer ces contenants avec une flamme, bien sûr pas en insistant pour faire cramer le bois, mais simplement en le faisant noircir un petit peu, de manière à détruire des larves d'insectes qui peuvent être gênants. Voilà, je passe à l'étape suivante. Au niveau manutention, donc les manutentions vrac doivent être assez douces, surtout pour tout ce qui est protéagineux. J'entends par là pois, févrole, soja, parce que les chocs sur ces graines-là font baisser la faculté germinative. Donc il est important de préserver cette faculté germinative en évitant les chocs contre des tôles, contre des surfaces en béton. Donc il existe des ralentisseurs, enfin il existe tout un tas de systèmes en manutention vrac pour éviter ces chocs-là, parce que la faculté germinative peut chuter très très rapidement avec des chocs en dehors du fait que les graines souvent sont séparées en deux, et là effectivement elles ne germent plus. Les pois, les févroles, les sojas sont très sensibles à ça. Une fois que vous avez abîmé l'enveloppe du grain, les deux demi-sphères se séparent et c'est un grain qui ne germera plus. L'étape suivante, c'est les équipements. Alors, on rentre un petit peu plus dans mon cœur de métier, qui est le tri. Les équipements, ils doivent être adaptés et bien sûr, l'utilisation doit en être maîtrisée. C'est pour ça que je suis formateur consultant, donc je vous ai sorti quelques documents qu'on va voir un peu plus tard de mon programme de formation, mais il est essentiel pour moi de respecter cette règle des 4 C si vous voulez trier du grain de façon efficace et rationnelle et valorisante pour vous, parce qu'il est super important, surtout en agriculture biologique, d'arriver à avoir un grain très propre
pour essayer de semer sans avoir à semer d'adventices ou de graines non désirées. Donc la règle des 4C qui est pour moi essentielle, de connaître le matériel qui existe, de comprendre comment il fonctionne, de choisir un diagramme de production pour pouvoir faire votre compromis. Le triage étant une affaire de compromis. C'est-à-dire que vous allez décider, comment je dirais-je, vous allez décider en fonction de ce que vous avez, de ce que vous savez, du temps qui vous est donné ou des événements annexes, c'est-à-dire le nombre de personnes disponibles pour faire le boulot, etc. Vous allez décider de faire un travail qui doit vous satisfaire et c'est vous qui devez le choisir. Vous ne devez pas le subir. Et dans ce compromis, j'introduis aussi le fait de dire là, je ne pourrais pas faire. Je ne vais pas perdre X heures ou X jours à essayer de faire un triage sur quelque chose qui va être trop difficile parce que je n'ai pas d'équipement, parce qu'il y a des 2 graines présentes, une que je veux séparer, mais qui n'a pas assez de paramètres différents pour pouvoir être séparés en de bonnes conditions, etc. Donc c'est ça ce que j'appelle mon compromis. C'est à vous de le choisir et en fonction des éléments que vous avez, vous choisissez la façon dont vous voulez produire. Trier un lot de grains, c'est partir d'un lot brut. Alors là, je vous ai illustré avec des matières inertes parce que c'est ce que j'ai en formation pour éviter les poussières, les insectes et que ça parle bien aux gens et qu'ils puissent manipuler. Donc, c'est avoir un lot brut avec tout un tas d'affaires dedans, du petit, du gros, éventuellement du plus léger, etc. Et je veux arriver à avoir un lot fini, ce que j'appelle le produit cible. C'est-à-dire que si je reprends l'image d'avant, voilà, je veux éliminer tout ce qui est blanc, tout ce qui est rose, tout ce qui est bleu, tout ce qui est blanc, tout ce qui est doré, tout ce qui est argenté. Et je veux simplement retirer mon bon grain. Donc, en l'occurrence, ici, ce sera des petits bâtonnets de gaines qui sont jaunes et vertes. Pour ce faire, je dois tenir compte de tout un tas de paramètres, de particularités sur une graine. J'ai en première position tout ce qui est taille, longueur, largeur et épaisseur. Ensuite, j'ai la densité. J'ai la prise au vent, qui est un petit peu différente de la densité. Ceux qui ont pratiqué un petit peu le triage pourront en confirmer. J'ai la forme générale, j'ai la couleur, j'ai la composition et l'opacité, et j'ai la rugosité et les enveloppes qui sont de nature différente en fonction des graines que je veux trier. Et donc, toutes ces particularités vont me permettre de choisir la machine adaptée pour la séparation que je souhaite, ou alors la succession de machines que je veux mettre en place pour pouvoir faire une séparation, un triage, un pré-nettoyage en fonction du compromis que je me serais fixé. Parce qu'il est souvent nécessaire y aller crescendo dans les exigences en parlant d'un même lot, parce qu'on sait très bien que pré-nettoyer un lot de grains sera beaucoup plus facile, demandera beaucoup moins de matériel et sera beaucoup plus rapide que d'arriver à un triage fin, très propre, de qualité semence. Pourquoi j'y vais en plusieurs étapes? Parce qu'on sait très bien que au moment de la récolte, on a plein de choses à faire. On n'a pas forcément beaucoup de temps, donc il faut dégrossir de manière à pouvoir retirer un maximum de choses en un minimum de temps, de manière à pouvoir faire attendre le lot, qui sera ensuite ou séché, ou refroidi, ou ventilé, ou mis de côté pour attendre un moment plus adapté, mais de manière à pouvoir, sectionner le temps à passer sur ce lot
pour pouvoir avoir un lot qui vous satisfera et qui va se conserver en bonne condition. On sait très bien que un lot de lentilles ou de céréales de printemps vont attendre presque 6 mois avant d'être ressemés. Donc il faut effectivement choisir la priorité pour pouvoir les conserver en bonne condition. Une fois que j'ai eu conscience que toutes ces particularités font partie de ma graine, eh ben, je vais pouvoir utiliser différents nettoyeurs qui vont agir sur un ou plusieurs paramètres que l'on vient d'évoquer. Alors, dans toutes ces machines, je vous en ai listé une bonne douzaine. J'ai mis en premier les nettoyeurs qui sont utilisés assez couramment. Et puis, on va aller plus on va descendre, plus on va arriver dans du technique et dans du précis, de manière à pouvoir séparer sur quelques paramètres toutes ces graines. Alors, on a des nettoyeurs par aspiration. Ce sont ce que j'appelle les pré-nettoyeurs. Ce sont des machines qui sont qui sont moins coûteuses que les autres, qui sont faciles à mettre en place, mais qui ne travaillent que par aspiration. Donc, qui ne travaillent que sur, en partie, la densité et la prise au vent. Ensuite, on a des nettoyeurs-trieurs aérodynamiques. Alors ça, on en trouve beaucoup en ferme. Ce sont des nettoyeurs qui sont en vogue en ce moment, on a énormément de fabricants qui les proposent, mais ce sont aussi des appareils qui ne travaillent qu'avec les vents. Par exemple, ils sont un petit peu plus précis, ils font un travail un petit peu différent du pré-nettoyeur par aspiration, mais ils ne travaillent de toute façon qu'avec les vents. Ensuite, vous avez des nettoyeurs séparateurs rotatifs qui travaillent avec des grilles. Un nettoyeur à grille ne va travailler que sur la largeur et sur l'épaisseur de votre graine. Vous avez des nettoyeurs séparateurs plans qui sont aussi avec des grilles, qui travaillent un petit peu comme des rotatifs, mais d'une façon un petit peu complémentaire, un petit peu plus précise. Vous avez des trieurs alvéolaires qui, eux, vont trier la graine simplement sur la longueur, qui vont ne prendre en compte que ce paramètre. Vous avez des tables ancimétriques qui, elles, comme leur nom l'indique, ne travaillent que sur la densité. Donc, ça va vous servir à séparer, je vais prendre un exemple de blé échaudé ou alors de blé fusarié. C'est des graines qui vont être un petit peu plus légères, donc elles vont pouvoir être séparées. Vous avez des trieurs optiques, là on arrive dans le nec plus ultra de la technologie, qui sont des appareils qui coûtent très cher et qui servent simplement à retirer les quelques dixièmes de points ou les quelques points nécessaires pour avoir une semence très 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 propre. Vous avez des tables à rebond qui sont un petit peu des tables symétriques, mais qui travaillent un petit peu de façon différente. Vous avez des trieurs toboggan ou spirales qui, eux, vont tenir compte de la capacité de votre graine à rouler ou pas, donc pour faire une séparation entre des graines qui roulent et des graines qui ne roulent pas. Et ensuite, vous avez, alors je vous ai mis en italique, ce sont des appareils qui sont beaucoup plus spécifiques que François doit pouvoir connaître ou a pu en entendre parler s'il n'utilise que les colonnes d'air, qui sont des trieurs à aiguilles, qui servent surtout pour retirer les graines qui sont bruchées ou percées de trous de charançon. Des trieurs magnétiques qui sont dédiés à des graines potagères, qui vont trier la graine après avoir mis une poudre d'acier qui va s'introduire dans des interstices et puis retenir les graines qui sont abîmées, et des trieurs à toile de velours, notamment qui servent pour les betteraves, qui vont se servir de l'accroche de l'enveloppe pour pouvoir séparer les graines non désirées. Voilà. Alors, je vous ai détaillé en vitesse les différents paramètres des graines, plus les appareils couramment utilisés en triage de céréales. Et là, je vous mets un tableau qui récapitule un petit peu
quel outil utiliser en fonction du paramètre que vous avez choisi pour faire votre séparation, votre nettoyage ou votre tri de précision. Sans oublier que voilà, alors j'espère que voilà, vous voyez bien ce document. Ça, c'est un document qui résume bon, le triage du grain, c'est ma passion. Et je voulais trouver une métaphore, un symbole qui puisse illustrer en quoi consiste le triage du grain. En fait, vous avez du grain d'un côté, vous avez des outils, et bien sûr, vous qui êtes au milieu, et vous voulez une mélodie finale qui soit harmonieuse, de manière à pouvoir exécuter ce que vous souhaitez. Alors, la mélodie harmonieuse, c'est vous qui la choisissez. Hein. Ça peut être une comptine pour enfants, ça peut être une grande symphonie, mais ça, c'est vous qui choisissez. Mais il faut simplement que vous puissiez maîtriser, et donc il y a tout un tas d'outils qui sont mis à disposition avec un point de départ, des appareils, des machines qui coûtent effectivement plus ou moins cher. Il existe maintenant des appareils qui sont faits en petit format pour des agriculteurs, pas forcément l'industriel, qui sont moins solides, qui ont moins de longévité, on va dire, mais qui peuvent être tout à fait adaptés pour des petits lots ou pour des lots en ferme. Donc voilà, il suffit simplement d'aller chercher le fournisseur qui puisse répondre à vos attentes. Et bien sûr, on arrive à la mélodie finale qui est nos buts, le but qui est d'avoir notre produit fini, et à côté les écarts de triage ou les déchets en fonction de ce que vous aurez fixé comme précision de travail. Donc j'ai répété la phrase qui est mon leitmotiv: connaître et comprendre pour choisir son compromis. Donc quand on est à la ferme, pour aller très précisément, ça voudrait dire qu'il faudrait s'équiper beaucoup. Donc voilà, donc la question c'est dans quelle mesure on peut facilement ou moins facilement se réapproprier ces techniques et ces outils à la ferme, et avec la question peut-être un petit peu particulière des trieurs à façon. Quels sont les outils dont ils disposent? Est-ce qu'ils ont un jeu plus grand d'outils qui permettent d'aller plus loin? Voilà, est-ce que vous avez un petit peu des idées là-dessus pour faciliter la reprise en main de ce métier-là à la ferme, de triage de semences, quand on n'est pas forcément toujours équipé? J'ai souvent la question en formation, donc j'ai des formations avec énormément d'agriculteurs qui cherchent effectivement qu'ont ces mêmes questions. Alors je leur réponds en général que s'ils veulent débuter et avoir des outils qui soient on va pas dire polyvalents, mais qui puissent faire le maximum de choses avec, il leur faut un appareil à grille. En général, c'est du rotatif, parce que c'est moins lourd, c'est plus facile à mettre en place, c'est un peu plus encombrant, mais c'est beaucoup plus facile. Les agris qui bricolent pour faire une plateforme pour supporter cet appareil, il y a beaucoup moins de contraintes qu'un nettoyeur plan, qui a des contraintes mécaniques qui secouent. Et voilà, donc pour moi, l'appareil à grille rotatif peut être adapté. En triage de précision, il faudra s'en servir de façon un petit peu différente parce qu'il est un petit peu moins précis qu'un plan. Et donc, vous allez dessus travailler sur les largeurs et sur les épaisseurs, mais il s'avère que la troisième dimension, qui est la longueur, est souvent négligée et permet de faire des graines et des semences de qualité assez importante. Autrement dit, je vais vous prendre un exemple pour du blé. Si vous avez cette notion de trier avec des grilles sur les épaisseurs et les largeurs, plus de l'associer avec un trieur alvéolaire ou en double ou en simple en fonction de ce que vous voulez retirer, et là vous allez donc séparer sur la longueur, court ou long
ou les deux si vous avez deux appareils. Et là, vous risquez d'avoir une semence de très très grande qualité, parce qu'elle sera pratiquement proche de 100% de pureté. Vous n'allez pas retirer les graines malades, vous n'allez pas retirer les graines vides, de blé je parle, mais par contre vous n'aurez que du blé. Donc voilà, c'est la première étape pour moi qui est essentielle si vous voulez en céréales faire de la semence de qualité. Il existe maintenant des appareils, alors vous allez me dire alvéolaires, effectivement ça coûte très très cher sur les marques qui ont pignon sur rue, mais maintenant il existe quelques distributeurs qui se lancent dans des appareils qui sont 2 ou 3 fois moins chers pour pouvoir effectuer ce genre de tâches. Et je rajouterai que c'est tout à fait un appareil qui peut s'acheter en CUMA, c'est-à-dire adapté sur un chariot ou sur une remorque agricole, dédiée effectivement parce qu'il sera fixé, etc., mais qui peut aller de ferme en ferme, parce qu'on sait très bien qu'en ferme, les semences, ce n'est pas des grosses quantités, ça va aller de quelques dizaines, quelques quintaux, je parle toujours en céréales, je ne parle pas en potagère, en floral ou en médicinal, mais en céréales à paille, ça va aller de quelques quintaux à quelques tonnes. Et donc, ça veut dire que ce sont des appareils qui peuvent tout à fait s'acheter en Cuba et être promenés de ferme en ferme pour pouvoir, pendant la saison, préparer les semences pour chacun. Et si vous avez ces deux modes de fonctionnement, grille plus alvéole, vous dépatouillez on va dire, dans 80% des cas. Ben, merci, puis merci pour le rappel à l'esprit de collectif, en fait, aussi du monde agricole, parce que c'est une dimension importante. C'est de savoir si le séchage au soleil et au vent, c'était possible sous nos climats. Sur les petites quantités, pour moi, c'est faisable. C'est faisable. Par contre, effectivement, il faut adapter les infrastructures à la taille du lot et puis permettre à l'air de pouvoir traverser une couche de grain. Et plus la couche de grain est fine, plus elle sera facile à sécher à l'air ambiant. Et il faudra peut-être aussi un petit peu la brasser, ce que j'appelle brasser, je suis charentais, excusez-moi, la remuer de manière à ce que les graines puissent être bougées et que l'air vienne faire migrer cette humidité qui nous pose problème. J'ai vu, moi, dans des stockages à plat, notamment, des lentilles, des petites lots de lentilles qui étaient brassées à la pelle tous les jours, de préférence juste après récolte quand le temps est bien chaud, dans un hangar qui sera bien chauffé parce que pas isolé. Et effectivement, on peut faire descendre le taux d'humidité de plusieurs points.